Génial. Donc, bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en mode présentation, fait que je vois pas super bien ce qui se passe dans la salle. Donc, si jamais vous voulez m'interrompre pour poser une question ou pour quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire, mais vaut mieux le faire vocalement qu'en levant votre main parce que, ben, d'une part, je ne vous vois pas tous, mais aussi vous êtes tout petit dans le coin de mon écran, fait que c'est très difficile pour moi de voir. Ben, je vais vous parler aujourd'hui un peu de dossiers d'artistes, comment les présenter. Je me base un peu sur des expériences que j'ai eues, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je tiens en premier à vous dire que c'est quelque chose de très général. Donc, je suis allée vraiment prendre les différentes parties qu'on retrouve généralement dans les dossiers d'artistes. Ça ne veut pas dire que c'est toujours demandé. Ça ne veut pas dire aussi que ça s'en tient uniquement à ça, mais je suis vraiment allée chercher les éléments, disons, les plus communs pour un peu en discuter avec vous, les démystifier, vous donner quelques pistes de réflexion, comment le faire, puis pour vous aider en fait à avoir les meilleurs dossiers d'artistes qui soient pour vous mener à des expositions, des subventions, etc. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Louane Bourdeau. Je suis directrice de la Maison des artistes visuels à Winnipeg. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je suis là. Je suis également, j'étais déjà avec la maison, là, mais dans ce poste-là, ça fait un peu plus d'un an. Je suis également présidente de la GAV. Puis, j'ai participé à plusieurs jurys pour soit des sélections d'expositions à la maison ou ailleurs. J'ai aussi participé à des jurys pour des subventions du Conseil des arts du Canada, plusieurs programmes. Même chose au Conseil des arts du Manitoba. Je n'ai pas d'expérience en Alberta, mais je suppose que c'est quand même assez semblable. Donc, j'ai vraiment vu différentes façons de faire, différents jurys avec des dossiers plus ou moins longs. Donc, vraiment, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment très informé de mon expérience. C'est des choses que j'ai constatées au fil du temps. Il y a aussi plusieurs documents en ligne qui peuvent vous aider. J'ai mis quelques-uns en référence aujourd'hui. Mais je pense que le dossier d'artiste, c'est quelque chose, en fait, dans lequel on peut toujours s'améliorer. Donc, c'est pas, on peut toujours continuer à réécrire, à réfléchir à la façon de présenter. Les questions aussi changent avec le temps, la façon dont on demande les choses sur lesquelles on veut avoir des réponses. Donc, je pense que le dossier d'artiste, c'est jamais quelque chose qui est complètement achevé ou terminé. C'est quelque chose sur lequel vous pourrez continuer à réfléchir tout au long de votre pratique, puis qui est sans cesse en évolution. Donc, la première étape, je pense, pour vraiment bien faire votre dossier d'artiste, c'est répondre à certaines questions avant même de commencer la rédaction. Donc, disons, on applique pour un programme de subvention au Conseil des arts du Canada. La première chose que je vous dirais, c'est de premièrement lire toutes les questions du formulaire avant même de commencer la rédaction pour bien avoir en tête tous les aspects du programme. Donc, on peut se demander pour commencer, qui est-ce qui va lire ce dossier-là? Donc, au Conseil des arts, souvent, c'est un jury de pairs. Donc, ça peut être des gens d'un peu partout au Canada. Au Conseil des arts du Canada aussi, maintenant, c'est des jurys qui sont pluridisciplinaires. Donc, il peut y avoir des gens en art visuel, bien sûr, mais il peut aussi y avoir des gens qui proviennent de la musique, du théâtre. Il peut y avoir aussi des architectes à la limite. Donc, ce n'est pas nécessairement des gens qui vont posséder toutes les connaissances sur le domaine. Donc, ça vaut la peine d'être peut-être un peu plus grand public, si on veut, ou un peu mieux expliquer les choses, pas supposer que les gens connaissent tous les termes qu'on va utiliser. Par contre, si on applique dans une galerie pour une exposition où on sait que c'est, disons, la direction et 2 ou 3 artistes qui vont faire la lecture, ben à ce moment-là, on peut se permettre d'être un petit peu plus peut-être précis dans le vocabulaire, un peu plus ancré dans un vocabulaire propre au milieu des arts visuels. Donc, c'est ça que je veux dire un peu par le niveau de compétence. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de tout de suite comprendre
tout le vocabulaire ou est-ce que ça demande un petit peu plus d'explication? Ensuite, pourquoi? Donc, pourquoi est-ce qu'on écrit ce dossier-là? Est-ce qu'on veut avoir une subvention? Est-ce qu'on veut avoir de l'argent? Est-ce que c'est pour présenter une exposition? Est-ce que c'est pour faire partie d'un projet collectif? Donc, à chaque fois, il va y avoir des objectifs qui sont un peu différents. Donc, je pense que c'est important de déjà bien réfléchir à c'est quoi notre argumentaire, quel est le but, pourquoi est-ce qu'on demande ça, puis toujours le garder en tête quand on écrit nos réponses. Donc, puis aussi, pourquoi est-ce que vous croyez être la bonne personne? Donc, quelles sont les raisons pour lesquelles vous croyez que votre exposition peut bien fonctionner dans cet appel de dossier-là? Pourquoi est-ce que vous pensez que un programme, disons, du concept à la réalisation du Conseil des arts du Canada, c'est celui dans lequel vous vous inscrivez le mieux? Ça, c'est des choses qui vont vraiment vous permettre ensuite de vraiment placer votre rédaction de manière à vraiment bien répondre aux questions, de manière qui fait sens, de ne pas s'égarer non plus dans diverses choses. Ça nous permet vraiment de bien comprendre comment le dire et quoi dire. Donc, un dossier d'artiste, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça peut changer selon les demandes. On ne demande pas toujours la même chose. Encore une fois, la lecture avant même de commencer la rédaction aide beaucoup. On comprend exactement ce qui est demandé, c'est quoi les paramètres, le nombre de mots, etc. Mais généralement, dans la plupart des dossiers, on va vous demander une démarche artistique, une bio d'artiste, description de projet, un curriculum vitae et des documents de soutien. Donc, chacun de ces éléments-là a vraiment une utilité et une particularité. C'est vraiment, pour moi, en fait, un dossier d'artiste, c'est comme des pièces de casse-tête. Il y en a parfois qui se ressemblent, il y en a qu'on pourrait peut-être à la limite interchanger, mais vraiment, chacun est unique. Puis c'est une fois que tout est mis ensemble que tout prend vraiment son sens. Donc, le premier élément dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la démarche artistique. Donc, une démarche, c'est vraiment expliquer par écrit son processus de création, son cheminement, ses intentions et ses objectifs de création, mais vraiment dans un sens large. Donc, si une démarche artistique, en fait, devrait pouvoir s'appliquer à chacun de vos projets, dans le temps, mais pas nécessairement éternellement, dans le sens où une démarche artistique, normalement, va évoluer au fil du temps, puis c'est tout à fait normal. Votre démarche actuelle ne va pas nécessairement s'appliquer à un projet que vous avez fait il y a 20 ans. Ça, c'est tout à fait correct. Cependant, si vous avez plusieurs projets en marche, plusieurs séries, dans un laps de temps plus ou moins court de quelques années, bien, normalement, votre démarche pourrait s'appliquer à chacun de ces projets-là. Pour vraiment bien l'expliquer, encore une fois, bien, je pense qu'il faut vraiment choisir son vocabulaire en fonction de son nom d'histoire. Si on rentre dans des trucs très pointus, très conceptuels, très philosophiques, ben ça se peut que quelqu'un qui ne soit pas dans les arts visuels n'arrive pas tout à fait à bien vous comprendre. Fait que là, ça vous enlève déjà des points parce que cette personne-là ne sera pas en mesure de vraiment juger la pertinence de votre démarche en soi, mais aussi la pertinence de votre projet dans un horizon plus large. Donc, vraiment, prenez le temps de bien réfléchir aux mots que vous utilisez. Est-ce que c'est quelque chose qui est accessible? Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs sens? Je vais en parler un peu plus tard, mais ça vaut vraiment la peine parfois de faire relire votre texte à quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans les arts visuels. Donc, qui peut après vous donner un feedback, un retour, puis vous dire « Ah, cette partie-là, pour moi, je n'étais pas trop sûre de ce que tu voulais dire. Celle-là, c'est ça que je voyais. Est-ce que c'est vraiment ça que tu as lu? » Donc, on peut vraiment, grâce à ces relectures-là, vraiment retravailler son texte pour s'assurer qu'il soit clair et compréhensible
pour la plus grande majorité. Comme je le disais aussi, la démarche artistique, c'est quelque chose qui s'adresse à l'ensemble de votre pratique. Donc, il faut parler de manière très générale et non pas du projet sur lequel on travaille ou qu'on présente. Ça va être dans la description de projet. C'est vraiment une autre partie. Donc, restez général. Vous pouvez parler de différentes choses qui sont dans votre pratique. Il n'y a pas encore la nécessité d'aller vraiment dans des trucs très précis. Par contre, il faut être clair, puis il faut aussi se limiter à des choses qu'on peut dire dans leur entièreté, dans le sens où souvent une démarche artistique, c'est quelque chose qui est quand même relativement court. On parle de quelques paragraphes, peut-être lorsque vous êtes chanceux, une page maximum. Donc, vraiment, quand vous mettez des idées, assurez-vous de les compléter, de les rendre claires pour ne pas laisser les gens sur leur faim lorsqu'ils font la lecture. Pour que quand ils finissent de lire votre démarche, il y ait vraiment une idée générale du monde dans lequel vous évoluez. Donc, disons que j'étais une sculptrice. Bien, premièrement, je dirais je fais de la sculpture. Je pourrais parler des matériaux que j'utilise, du style, de mes inspirations. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut mettre dans une démarche artistique. Le second élément, qui est encore assez général, disons, c'est la biographie. Donc, la biographie d'artiste, c'est pour savoir qui vous êtes, ce que vous faites, vos réalisations les plus importantes. Ça peut être aussi la façon dont votre vie a influencé votre art. Normalement, c'est écrit à la troisième personne. Donc, je dirais Louane Bourdeau est la directrice de la Maison des artistes visuels francophones et non pas je suis la directrice. Donc, c'est vraiment la bio, c'est un résumé des faits saillants qui vont bien s'appliquer au projet que vous allez présenter. Si, disons, je reprends mon exemple de sculptrice, j'ai déjà fait des peintures auparavant. Si le projet que je présente, c'est pour une sculpture d'art public, ça a plus ou moins d'importance. J'insisterai davantage sur les autres projets importants que j'ai eus. Si, disons, j'ai eu une formation avec un artiste reconnu, ça pourrait être des choses qui sont incluses dans la bio. J'ai aussi mis un code QR. Il va en avoir un ou deux autres encore dans la présentation. En fait, il y a un organisme à Winnipeg qui s'appelle MAWA, c'est Mentoring Artist Women. Mentoring Artists. Mentoring. Oh, on dirait que je suis toute perdue dans ce que je dis. Mentoring Artists for Women's Art. Exactly. Merci. En plus, je suis sur l'OCA, là, je suis vraiment pas fière de moi d'oublier leur nom comme ça aujourd'hui. Mais c'est samedi, bon. On s'en permet un peu. Donc, en fait, ils ont plusieurs outils MAWA qui sont en ligne, qui sont gratuits et accessibles et il y en a beaucoup qui ont été traduits par moi. Donc, c'est en français. Donc, c'est vraiment des outils qui sont super pertinents, qui expliquent vraiment en détail la façon dont on peut écrire les choses, donc la biographie. Vous allez voir aussi, il y en a un sur le curriculum vitae. Il y a aussi des conférences qui ont été enregistrées qui sont en anglais, malheureusement, mais si vous comprenez l'anglais, je vous suggère vraiment de les écouter. Ça apporte vraiment... c'est toujours bien, c'est ça, d'entendre aussi d'autres personnes, comment ils écrivent, comment ils réfléchissent à ces outils-là. Puis ça peut nous aider aussi dans nos propres rédactions. Donc, pour la bio, encore une fois, chaque demande va avoir des critères différents, mais parfois, la bio, ça peut être super court. On peut dire une phrase, ça peut aller jusqu'à une demi-page environ. Vous pouvez aussi, ce que je vous suggère, c'est peut-être si c'est quelque chose sur lequel vous travaillez, de vous décliner différentes versions que vous pourrez retravailler au fil du temps et au fil des projets. Ça peut vraiment vous aider, vous sauver du temps là, pour la rédaction. Une bio, normalement,
à moins de faire des projets qui demandent des choses complètement différentes, devrait quand même rester relativement la même pour un certain temps. Ça peut changer, c'est normal. Votre vie évolue, j'espère. Mais c'est quand même un outil qu'on peut réutiliser souvent. Donc, ça vaut la peine de vraiment se poser, mettre le temps sur sa rédaction pour pouvoir par la suite l'utiliser dans différents projets. Ensuite, le gros morceau, c'est la description de projet. Donc, ça, c'est vraiment un texte de présentation qui va résumer le projet qui découle de notre démarche. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, la démarche, c'est général, alors que le projet, lui, c'est spécifique. Puis, il y a des particularités qui lui sont propres. Puis, avant même, je suis vraiment une grande fan de se poser des questions avant de commencer l'écriture. Donc, quelque chose que je propose, c'est vraiment d'utiliser l'approche journalistique pour vraiment bien réfléchir à tout ce que ça inclut. Donc, qui va faire le projet? Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez des collaborateurs? Est-ce que ça inclut des gens du public? Est-ce que c'est un projet collaboratif? Est-ce que vous êtes le commissaire? Est-ce que vous êtes l'artiste? Est-ce qu'il y a un commissaire d'impliqué? Donc, tout ça, ça fait partie du qui. Ensuite, le quoi. C'est quoi le projet? C'est quoi la technique? C'est quoi le style? C'est quoi l'idée générale? Donc, vraiment, aller chercher le plus de détails possible sur le projet. Non pas nécessairement pour tous les inclure. Le projet n'est pas nécessairement déjà fait. Vous avez peut-être seulement une idée générale, mais en ayant déjà toutes ces choses-là en tête, bien, vous pouvez déterminer qu'est-ce qui est le plus pertinent pour cette demande-là. Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Si, disons, c'est pour une exposition, ben là, ça va être peut-être plus important l'aspect de quoi ça va avoir l'air, c'est quoi le style, c'est quoi le discours. Tandis que si c'est une subvention pour réaliser le projet, ben là, ça va être peut-être plus important de parler de c'est quoi les techniques, comment est-ce que vous allez le faire, est-ce que vous savez déjà tout comment le faire, est-ce qu'il y a des outils dont vous avez besoin. Ça, ça va être vraiment selon les demandes. Mais comme vous allez bien avoir lu vos questions avant, vous serez bien en mesure d'y répondre. Ensuite, il y a la question du quand. Donc, faire une petite planification. Ça peut être très général, puis c'est un outil. Ce n'est pas quelque chose sur lequel vous devez vous tenir absolument. Ça peut évoluer au fil du temps, bien sûr, mais avoir une idée générale, quand est-ce que, si les œuvres ne sont pas faites, quand est-ce qu'elles vont être prêtes? Est-ce que ça veut dire que vous pouvez présenter l'exposition dans les temps qui sont ouverts par la galerie, ou est-ce que vous pouvez déjà suggérer que vous seriez plus un an plus tard, peu importe. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a le comment. Donc, ça, on en a parlé un peu avec le quoi, mais comment est-ce que vous allez réaliser l'œuvre? Est-ce que vous avez l'équipement? Est-ce que vous avez besoin d'un atelier? Est-ce que vous pouvez le faire chez vous? Est-ce qu'il y a des questions de transport? Disons que c'est une œuvre gigantesque. Comment ça va se rendre jusqu'à la galerie qui va l'exposer? Toutes ces parties-là peuvent être déjà réfléchies d'avance. Pourquoi? Donc, est-ce que cette œuvre-là, comment elle s'inscrit dans votre démarche? Pourquoi est-ce que vous sentez le besoin de le faire maintenant? Qu'est-ce qui vous a mené à ça? Pourquoi est-ce que ça s'inscrit bien dans un tel appel de dossier? Donc, toutes ces questions-là vont être vraiment importantes dans la description de projet parce que c'est en fait vraiment au cœur de l'argumentaire qui va permettre aux gens d'apprécier votre travail dans le cadre de l'appel qui est lancé. Ensuite, le combien, ben, c'est surtout monétaire. Donc, est-ce que si on demande pour créer une œuvre, combien ça va coûter de matériaux, combien de temps vont être mis, est-ce que vous avez pensé à vous payer là-dedans? Est-ce que vous avez mis vos frais d'atelier, des choses comme ça? Pour les demandes du Conseil des arts du Canada, c'est vraiment des choses importantes. Si l'artiste nous parle d'un projet super ambitieux qui va prendre vraiment des
technique très particulière, qui va payer des techniciens pour l'aider, qui va payer des matériaux, qui va payer toutes sortes de choses, mais qui ne se mettra jamais de salaire à lui, bien, pour nous, on se dit, bien, ça ne fait pas de sens. On ne veut pas que cet artiste-là fasse tout ce projet-là puis qu'ils ne reçoivent pas d'argent. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses. Tu sais, parfois, on se dit, ah, ben, je vais mettre, je ne vais pas m'inclure, comme ça va coûter moins cher. Ce n'est pas nécessairement la bonne chose à faire parce que ce qu'on veut voir, c'est aussi la viabilité de votre pratique artistique. On ne veut pas que les gens soient brûlés à la fin. Donc, c'est vraiment important de réfléchir à tous les frais qui sont inclus. Puis, si on ne les inclut pas, expliquez pourquoi. Si, disons, je ne sais pas, vous êtes prof à l'université en arts visuels, donc vous avez un atelier qui est déjà fourni, vous avez déjà un salaire, puis que ça prend beaucoup de temps parce que vous allez faire ça les soirs, les week-ends sur 1 an et demi, bien, ça vaut la peine de l'expliquer parce que sinon, il n'y a aucune façon que les gens dans le jury puissent avoir accès à ces informations-là. Ensuite, la dernière question très importante, c'est pour qui? Pour qui vous faites l'œuvre? Est-ce que c'est pour le grand public? Est-ce que ça répond à des enjeux particuliers présentement? Disons, vous parlez, je ne sais pas, des femmes autochtones disparues ou assassinées, ben, peut-être justement avoir une dimension autochtone, dire pourquoi est-ce que vous êtes la bonne personne pour créer cette œuvre-là, est-ce que vous avez des liens avec ces communautés-là? Donc, il y a toutes des choses comme ça qui valent la peine d'être réfléchies avant même d'entrer dans la rédaction. Comme ça, on est vraiment... on a déjà en tête tous ces aspects-là avant de rentrer au cœur du projet. Donc, c'est ça, c'est la partie où le théorique, donc votre démarche, les choses comme auxquelles vous réfléchissez, les choses que vous voulez exprimer par votre art, bien, ça rentre vraiment en rencontre avec le pratique et le lieu dans lequel ça s'inscrit. Donc, c'est vraiment important de réfléchir aux grandes questions, garder en esprit le public, les développer. Ça doit être clair que vous avez l'intention de faire quelque chose. Si vous êtes là, j'aimerais ça, mais je ne suis pas sûre, qu'on sent qu'il y a de l'hésitation, qu'on sent que vous n'êtes pas vraiment en maîtrise de vos idées, de votre sujet, qu'il y a encore des places qui ne sont pas claires, même dans votre tête, c'est pas rien qui va permettre de convaincre un jury. Donc, ce que je vous dirais, mon conseil, ce serait vraiment d'être le plus affirmatif possible, de montrer le plus de certitude dans vos propos pour que les gens qui lisent aient confiance que vous ayez toutes les capacités pour le faire. C'est sûr que ça se peut qu'il y ait des pépins, ça se peut qu'il y ait des choses qui ne soient pas tout à fait encore claires, que vous ayez besoin d'aide. Ça, c'est correct. Puis, je pense que ce n'est pas un problème en tant que tel. Ce qu'on veut vraiment entendre, c'est que vous êtes mûr pour porter le projet, que vous avez tout ce qu'il vous faut déjà dans votre petit baluchon artistique pour pouvoir y arriver au mieux. Donc, vraiment, la dernière phrase aussi ici est importante. Donc, c'est à la première personne. Donc, c'est vous qui devez expliquer. Je vais présenter ça, je vais faire ça, je vais travailler de cette façon-là. Puis pas avoir comme l'espèce de détachement qu'on peut avoir dans la bio où on présente à la troisième personne. Là, c'est vraiment très incarné, la description de projet. Une autre chose assez importante dans le dossier d'artiste, c'est le curriculum vitae. Donc, encore une fois, ici, vous avez un code QR qui vous explique comment faire. Mawa ont vraiment un bon outil là, pour écrire le curriculum vitae. Mais je vais vous en parler tout de suite un petit peu moi aussi. Donc, le but du CV, c'est vraiment d'offrir un résumé de votre histoire professionnelle et votre réalisation. Donc, généralement, c'est entre 1 à 3 pages. Si ça fait 25 ans que vous faites de l'art, ça se peut que vous ayez beaucoup plus
de choses à dire. Vous pourriez remplir 5 pages peut-être, 10 pages. Mais le but du CV aussi, c'est d'offrir un résumé. Donc, vous allez chercher vos réalisations les plus marquantes, mais aussi celles qui informent le mieux le projet que vous voulez soumettre. Donc, je reprends mon exemple de sculpture. Si je proposais un projet très ambitieux de sculpture, bien encore une fois, ce que je parlerais, ce serait des sculptures et non pas des autres peintures que j'aurais pu faire il y a 25 ans. Donc, c'est important vraiment de garder ça en tête. On veut convaincre les gens que en lisant ces choses-là, qu'on a l'expérience, qu'on a la capacité nécessaire pour pouvoir accomplir le projet qu'on présente. Donc, il y a toutes sortes de catégories de choses qu'on peut inclure dans un CV. J'en ai mis ici. Donc, éducation, formation, ça peut être de l'éducation aussi, des formations autodidactes, ça peut être au niveau universitaire, ça peut être des cours qui sont plus ponctuels, des développements professionnels, des certifications, des expositions, puis là encore, les expositions, on peut les décliner, des expositions solo, en groupe, des collectifs, des projets de collaboration. Il y a vraiment toutes sortes de choses qu'on peut inclure dans un CV. Puis encore une fois, ça va être de choisir les choses qui sont pertinentes, qui font du sens. Si, disons, vous avez un projet qui parle d'inclure la communauté, bien, ça serait important d'expliquer, de démontrer en quoi vous êtes capable d'engager cette communauté-là. Est-ce que vous avez des expériences où vous avez déjà offert des ateliers au public? Est-ce que vous faites partie d'associations particulières? Est-ce qu'il y a des façons dont vous pouvez démontrer que vous êtes en mesure d'entrer avec ces communautés-là, puis que ce n'est pas juste un souhait que vous ne savez pas trop comment accomplir? Mawa propose en fait quelque chose de super intéressant, je trouve, comme outil. C'est de se faire un dossier Excel avec chacune de ces catégories-là. Puis, au fil de l'année, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on rajoute une petite cellule, une ligne dans la catégorie. Disons, aujourd'hui, présentation, je pourrais rajouter, ben aujourd'hui, 21 juin 2025, j'ai fait une présentation, comment présenter mon dossier d'artiste avec le Canva en ligne. Donc, j'aurais ça. Puis, par la suite, si, disons, je me présente pour quelque chose d'autre ou je dois démontrer que je suis capable de présenter des informations, bien, je pourrais aller utiliser mon Excel puis aller chercher cette ligne-là, l'insérer dans mon CV. Donc, le Excel est vraiment une façon de garder, keep track, là, si on veut, là, de garder vraiment le compte de tout ce qui nous arrive pour pouvoir par la suite vraiment aller sélectionner les pièces les plus intéressantes dans chacune de nos propositions. Dernier élément qui revient très fréquemment, c'est les documents de soutien. Donc, tout dépendant de votre pratique, ça peut être des photos d'œuvres que vous avez faites. Ça peut être des vidéos qui présentent votre travail ou qui sont votre travail si vous êtes des artistes en vidéo. Ça peut être des textes que vous avez écrits ou de gens qui ont écrit sur vous. Donc, ces documents-là servent vraiment à illustrer vos propos puis à démontrer votre capacité à rencontrer les exigences du programme dans lequel vous appliquez. Donc, encore une fois, choisir les choses qui sont pertinentes avec ce pourquoi vous appliquez. Il faut choisir aussi des images. Là, je parle d'images, mais ça peut être aussi des vidéos qui sont de qualité professionnelle. Donc, assurez-vous le plus possible d'être sur un fond qui unit, qui met en valeur aussi votre œuvre. Si vous faites un monochrome blanc, bien, idéalement, vous allez le photographier sur un fond qui est plutôt sombre pour vraiment qu'on puisse bien distinguer votre travail. Aussi, vous assurer qu'il n'y a pas de zone floue. Il y a vraiment, en fait, quand on dit une image vaut 1000 mots, ben là, c'est vraiment le cas. Donc, choisissez vos images qui sont vraiment les plus
professionnel pour que les gens vraiment voient ça de vous aussi. Puis, aussi, une autre chose, si vous utilisez des vidéos, parfois, disons, je ne sais pas, vous avez fait une entrevue super pertinente avec un journaliste de Radio-Canada. C'est dans une émission, mais disons, ça commence c'est de 20 minutes à 20 minutes, à 26 minutes 30. Bien, prenez le temps de l'écrire parce que si le jury ouvre le lien du vidéo, commence à regarder, il ne va pas se rendre à 20 minutes en attendant de voir quand est-ce qu'on va parler de vous. C'est vraiment important qu'on sache déjà où aller. Si je prends mes expériences du Conseil des arts du Canada, dernièrement, ce qu'on avait, c'était à peu près 100 dossiers à évaluer. Donc, si les gens n'écrivent pas les parties pertinentes d'une vidéo, on ne va pas nécessairement prendre le temps de tout lire ou de tout voir. Donc, vraiment, indiquer les parties les plus pertinentes. J'écris une vidéo, mais ça peut être la même chose aussi pour des documents PDF. Si, disons, vous mettez un document PDF de 20 pages, quelqu'un qui est vraiment super intéressé par votre pratique va peut-être prendre le temps de tout le lire. Mais si quelqu'un a moins de temps, bien, vous pouvez déjà dire, allez lire la page 13. C'est vraiment celle qui est la plus pertinente dans le cadre de ce travail-là. Donc, ça, c'est vraiment des bonnes pratiques à avoir en gardant en tête, c'est ça que les jurys ne vont pas nécessairement avoir le temps de lire en entier les choses. Donc, vraiment, de leur faciliter la tâche et de aussi s'aider en leur indiquant directement où aller chercher l'information nécessaire. Donc, quelques conseils généraux, j'en ai parlé un petit peu plus tôt, mais relire et relire et lire encore les questions. On peut les lire aussi, faire un premier jet, prendre quelques temps, relire les questions auxquelles on répond, puis ensuite relire ce qu'on a écrit, voir est-ce qu'on répond bien aux questions, est-ce qu'il y a des petites parties qu'on avait oublié d'inclure, est-ce qu'il reste encore des parts d'ombre où c'est pas clair, où c'est flou, qu'on a oublié ou qu'on ne peut pas nécessairement aborder, mais qu'on veut rendre ça un peu sans que personne s'en rende compte. Donc, vraiment, prendre le temps de faire ce travail-là, ça vaut vraiment la peine pour être sûr de bien répondre justement aux questions. Ensuite, une autre chose qui est quand même importante, c'est vraiment soigner son écriture et la mise en page. Donc, par écriture, bien sûr, on n'écrit plus les dossiers à la main, mais prendre le temps d'écrire des mots qui sont clairs, qui sont justes, s'assurer que la mise en page aussi reste sobre et cohérente. Un dossier qui est bien présenté gagne déjà des points, contrairement à quelque chose où c'est un peu partout, tout est différent, de différentes tailles, de différentes polices. Donc, vraiment prendre le temps de s'assurer d'une grande cohérence dans notre dossier. On peut aussi faire relire son texte pour assurer la clarté et la compréhension. Ça n'a pas besoin d'être par des artistes nécessairement. Ça peut l'être, bien sûr, si vous avez des collègues qui sont prêts à le faire pour vous. Ça peut être aussi super intéressant de faire justement des échanges comme ça. Mais ça peut être aussi des gens qui ne sont pas nécessairement dans le milieu artistique qui relisent pour vraiment s'assurer que le vocabulaire qu'on utilise est accessible et est simple et compréhensible très rapidement. Donc, la prochaine, évitez les fautes d'orthographe. Vraiment, ça vaut la peine qu'on fait relire le texte, demander aux gens de souligner les fautes, de nous en faire part, de passer ça dans des programmes comme Antidote, de demander à quelqu'un de réviser. Pour les fautes, c'est malheureux, mais souvent, un texte qui va avoir des fautes va perdre inconsciemment quelques points malgré la qualité du travail artistique. Ensuite, important de bien respecter les formats demandés. Si on vous dit que c'est un CV d'un maximum de 2 pages, mettez pas un CV de 3 pages. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose, en fait, qui est parfois difficile, là, je comprends, réduire et synthétiser des informations, c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours facile à faire, mais essayez de répondre le mieux que vous
retrouver au format demandé, ça fait vraiment une grande différence. Ensuite, bien identifier les documents d'une manière constante. Donc, c'est une bonne pratique de mettre vos initiales ou votre nom dans les noms des documents. Comme ça, c'est plus facile de s'y retrouver pour les jurys. Pour les noms de photos aussi, assurez-vous, disons, Louane Bourdeau 1, Louane Bourdeau 2, Louane Bourdeau 3. Pas les appeler avec des noms de, disons, des numéros ou des choses qui changent trop d'une à l'autre. On peut intégrer les titres, on peut le faire de différentes façons, mais garder toujours une manière constante. Puis ensuite, mon dernier conseil, c'est de faire vos recherches aussi à ceux à qui vous présentez votre projet. Le Conseil des arts, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est des jurys de pairs, mais multidisciplinaires. Donc, ça peut vraiment s'adresser à un très large éventail de disciplines. Mais si vous présentez dans un centre d'artistes pour, disons, un appel de dossier, ça vaut la peine d'aller voir un peu quel type de projet ils présentent habituellement. Est-ce qu'ils ont des sujets? Est-ce qu'il y a une thématique qui est davantage explorée par ce centre-là? Ça vaut la peine, puis ça nous permet encore, une fois, de mieux répondre aux questions ou à l'appel en vraiment gardant en tête à qui on s'adresse. Donc, c'était en gros là et en très rapide les différents éléments. Je suis vraiment curieuse de voir si vous avez des questions, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, que je peux peut-être davantage expliquer ou sur lesquelles vous voulez qu'on discute aujourd'hui. Je vais commencer avec du vocabulaire, Louane. Es-tu prête? Vu que tu fais de la traduction. Okay. Let's go! On voit souvent c'est artist statement, artist approach, artistic career. Je l'utilise où et quand exactement? Parce que la plupart de mes demandes se font en anglais, même si... Donc, est-ce qu'on s'entend que le statement, c'est ma démarche? Oui. Ça, c'est bon? OK, l'approach. Approach, ça ressemble beaucoup à démarche, je dirais. Je pense que ça peut être assez équivalent entre les deux. Je pense que les gens qui utilisent approach ou statement comme de manière assez versatile entre les deux, je serais curieuse en fait de voir quelqu'un qui mettrait ces deux termes-là dans la même demande de manière séparée. Je ne sais pas exactement à quoi ils s'entendraient d'un côté ou de l'autre. Peut-être que approach, c'est en tout cas, là, c'est ma propre interprétation, là, mais j'ai l'impression que approach, c'est peut-être un peu plus dans la technique, la discipline, tandis que le statement va peut-être être plus dans les idées, puis vraiment dans ce qu'on essaie d'exprimer. Mais ça, c'est mon take là-dessus. Puis sachez aussi, ça, c'est une autre chose que j'ai pas mentionnée, mais la plupart des agents de programme sont vraiment ouverts à vos questions. Si tu écrivais à quelqu'un... j'ai lu votre appel, vous parlez de artistic statement et artistic approach. C'est quoi votre différence entre les deux? Comment vous lisez chacun? Je pense pas qu'il y a un agent qui va dire « Haha, arrange-toi, je te réponds pas », comme ils vont prendre le temps de t'expliquer quoi les différents, ce à quoi ils s'attendent là, pour chacune des questions. OK, merci. Maurice, moi, j'aurais besoin d'expliquer sur les documents de soutien. Alors, j'ai pas grand-chose à mettre là. Mais c'est souvent demandé, puis ils m'ont dit que c'est important. En fait, les documents de soutien, souvent, ça peut être des photos des œuvres que vous avez faites. Tu sais, je ne sais pas à quel type d'appel vous répondez la plupart du temps. Si c'est une demande de subvention, disons, pour avoir de l'argent pour créer une nouvelle œuvre, vous pouvez mettre des images d'œuvres de la même technique ou qui ont comme un certain lien, puis dire, voici un exemple de ce que j'ai déjà fait. Puis comme ça, les gens, ils savent que vous avez déjà comme la capacité à le faire. Si c'est pour une exposition, ça peut être des images des œuvres que vous allez présenter, si elles sont déjà prêtes. Ça peut être encore une fois des œuvres qui sont liées
relativement à ce que vous aimeriez présenter. Les documents de soutien, en fait, cherchent vraiment à démontrer la capacité que vous avez. Parce que au final, tu sais, on peut bien écrire n'importe quoi. Il faut aussi que les gens aient quand même comme une façon de prouver, si on veut, que vous êtes capable de le faire, que ce n'est pas juste des belles idées, que vous avez quand même les premières, disons, les premières graines qui vont pouvoir permettre de germer jusqu'au projet que vous proposez. Quand c'est des articles qui parlent de toi, par exemple, tu t'es interviewé pour un projet que tu as fait dans un magazine, est-ce que toi, tu conseilles, genre, d'inclure ça en lien dans ton CV ou plutôt de le mettre vraiment comme document de soutien? Ça dépend. En fait, ça dépend vraiment, je sais pas. Ça dépend de l'importance que tu y accordes. Dans le CV, c'est sûr que tu peux le mettre en lien, ça, il n'y a pas de problème, puis les gens vont cliquer ou non. Si par contre, tu veux que les gens qui vont lire ton dossier lisent cet article-là parce que ça dit quelque chose que tu essaies de démontrer, ben là, à ce moment-là, c'est peut-être pertinent de le mettre en document de soutien pour qu'il fasse comme « OK, je vais le lire, là, comme elle en parle assez, je vais le faire. Parce qu'un lien, c'est quand même assez facile de juste passer au travers, surtout quand tu es comme dans ta, je sais pas, dans ton 10e appel de dossier, tu ne prends pas la peine d'aller cliquer dans chacun des liens pour voir qu'est-ce que ça donne. Dans le CV aussi, tu peux, comme écrire le titre, puis même mettre comme une mini-description, disons, si c'est sur un projet particulier, puis que c'est pas vraiment clair dans le titre, des choses comme ça. Fait que ça peut donner aussi une initiative là, pour que les gens cliquent sur le lien. Puis, qu'est-ce que tu penses de référence ou de lettre référence de tes pairs? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut avoir un bon poids pour des demandes? Oui. Ça, oui, ça peut valoir la peine. Encore une fois, ça dépend. Il faut qu'il y ait. Et genre, si tu demandes juste à ta voisine de l'écrire puis qu'elle n'a pas vraiment comme de. Je ne veux pas dire de prestance, là, mais comme si elle n'a pas vraiment de lien avec, disons, ta discipline ou qu'on ne sait pas trop pourquoi te demander à cet artiste-là, ça peut des fois jouer des tours. Mais disons que, je ne sais pas, tu veux faire un nouveau projet en taille de pierre, puis tu as pris un cours, puis c'est ton prof qui dit Virginie a pris son cours en taille de pierre, on sent vraiment qu'elle a un réel intérêt, je l'encourage à poursuivre. Ça, c'est comme ah, OK, oui, il y a quelqu'un qui dit que taille de pierre, ça marche. Puis ça peut être aussi, disons que vous faites une demande pour le Conseil des arts du Canada du concept à la réalisation. Ça, c'est en fait d'une idée jusqu'à la présentation dans une galerie. Bien, si tu as une lettre de la galerie où tu vas présenter ton programme, ton travail, puis qui dit effectivement, Virginie est prévue dans la programmation, telle date, telle affaire, on soutient son travail. Bien, ça apporte vraiment du poids aussi parce que c'est un projet concret qui n'est pas juste comme je veux faire ça pour peut-être présenter un jour, mais je ne sais pas trop quoi, puis je ne sais pas trop quand. Bien là, vraiment, ça apporte beaucoup. Fait que oui, les lettres de référence, ça peut vraiment être super pertinent. Mais encore une fois, il faut que ce soit quelqu'un qui fasse du sens avec soit le projet, soit la démarche, mais pas juste. Ouais. Ouais. OK, cool. Super. D'autres questions? OK. Ben, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir si jamais tout ça bouillonne dans votre tête, puis que si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à m'écrire à la Maison des artistes sur notre site web. Vous allez trouver mon courriel. Vous pouvez aussi demander à Leslie. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis je vais aussi envoyer à Leslie le PDF de ma présentation. Comme ça, si jamais vous voulez y référer plus tard, ce sera accessible sans problème.
Merci. Merci à vous. Je vais nous mettre en référence, on va dire que tu es une bonne conférencière. Yes! Vas-tu m'écrire des lettres pour ma demande? Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Puis je vous souhaite une superbe journée, une bonne AG.